et sur www.lynxfm.net. Nous allons parler littérature guinéenne, précisément celle dite de la douleur. À propos, nous nous intéressons particulièrement au dernier ouvrage de Madame Nadine Barry intitulé L'accusé Sékou Touré devant le TPI. Dans cet ouvrage, j'y arrive, elle a eu l'impénitence de faire se dérouler un avant-procès de fait Sékou Touré dans l'au-delà devant le tribunal pénal interstellaire. À travers ce livre, Nadine Barry relance le débat sur les crimes commis sous le règne du responsable suprême de la Révolution. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette œuvre? Quel réconfort moral en tire l'auteur? Pour en savoir un peu plus, nous recevons Madame Nadine Barry, docteur en droit public. Elle est la veuve d'un disparu sous la Première République. Bonjour Madame Barry. Bonjour monsieur. Merci à vous d'être dans Œil de Lynx. À la technique, vous avez Fatoumata Laila Barry, Mamadou Touré et tous les autres. Réalisation Tcherna Ibrahim Baldi. À l'animation, Aboubakr et Azokaba. Merci et bienvenue. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Madame Nadine Barry, écrivain. Vous pouvez dès maintenant lui envoyer vos questions par SMS au 669 911 911 et sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Déjà, il y a beaucoup de questions. On va commencer par ceci. Madame, votre livre commence un peu en rappelant les circonstances dans lesquelles Monseigneur Raymond Marie Chidimbo avait été arrêté. Il est également question du retour de sa dépouille en Guinée et on retombe dans l'au-delà où le prélat fait un détour dans le purgatoire, comme vous l'avez dit, pour requérir un certain AST. Et commence alors le débat sur l'opportunité de juger ou pas celui que vous nommez dans le livre le président dictateur de la Première République. Pourquoi cette démarche déjà? J'ai constaté que beaucoup de jeunes aujourd'hui ignorent ce qui s'est passé sous Sékou Touré. Peut-être parce qu'on ne leur a pas raconté, peut-être parce que les vieux, même rescapés, n'ont pas parlé. C'est un sujet un peu tabou et je trouve que ça manque. Il faudrait organiser un débat national sur la question parce que ça divise les Guinéens et l'histoire qui n'est pas lue, elle se répète, elle a tendance à se répéter. Donc il faut absolument lire cette page d'histoire. Et j'ai trouvé, parce que je suis juriste, j'ai trouvé qu'un procès était une bonne forme d'expression pour faire le bilan, un peu les acquis positifs et les acquis négatifs, puisqu'un procès implique des défenseurs, des accusateurs, des témoins à charge, des témoins à décharge, des experts qui sont appelés par le tribunal pour éclairer le jugement futur. Donc voilà, c'était uniquement parce que j'ai constaté que les jeunes, quand je parle dans un lycée ou dans une université, ignorent beaucoup et posent des questions assez saugrenues sur le régime. Il y a les pros, il y a les anti, mais il y a beaucoup d'ignorants sur la question. Abouba, est-ce par déception de n'avoir pas réussi à obtenir ici-bas toute la vérité sur la disparition de feu votre mari sous le règne de feu Sékou Touré que vous avez rédigé ce livre de fiction, sur le jugement de Sékou Touré à l'au-delà? Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de mon mari. Figurez-vous que je suis la seule veuve de disparu à avoir trouvé où mon mari est mort et enterré. Ça veut dire que j'ai fait 19 ans de démarche. Et c'est pas du tout pour savoir quoi que ce soit que j'ai fait ce procès. C'est simplement une conséquence de tous les disparus, des nombreux disparus sous Sékou Touré que j'ai voulu éclairer un peu l'opinion et surtout les jeunes qui sont quand même la majeure partie de la population guinéenne aujourd'hui. Et ça vous procure une consolation? Une consolation. Moi, j'ai écrit 9 livres, celui-ci est le 9e. Et écrire, c'est déjà une thérapie. Depuis longtemps, je suis consolée de ça. Ça n'a rien à voir.
Eh bien, dans ce livre, vous reconnaissez à plusieurs reprises, à travers les lignes, que le jugement ne revient qu'à Dieu, c'est le juge suprême. Pourtant, vous faites juger Sékou Touré à travers votre œuvre. Parce que je suis juriste et que je connais le jugement avant dire droit. C'est-à-dire, c'est un pré-jugement, si vous voulez, pour éclairer le futur jugement dernier. Je ne peux pas m'ériger en Dieu et dire que je vais faire parler Dieu ou ses prophètes dans ce procès. Donc, puisque le jugement dernier n'aura lieu que quand l'ange Azraïl sonnera sa trompette et que les morts se lèveront, etc. Donc, c'est un jugement avant de dire droit. C'est un subterfuge juridique que j'ai trouvé pour faire parler des arguments pour oui, c'est ça, et de faire parler les morts. Tous ceux qui comparaissent dans ce procès sont des morts qui ont vécu ou qui sont allés un jour ou l'autre en terre de Guinée. Donc c'est important parce que ça se passe dans la salle des pas perdus. Ça se passe pas au paradis. C'est pas le jugement dernier. Il faut être très clair là-dessus. Je ne peux pas préjuger du jugement divin. Est-ce qu'après ce livre dans lequel Sékou Touré est jugé pourrait être peut-être c'est le 10e, le 9e livre, ça. Oui. Le 10e pourrait être peut-être un livre dans le monologue entre vous et Feu votre mari. J'ai écrit 3 livres sur mon mari. Oui, ça je sais. Grain de sable, Noces d'absence, Chronique de Guinée. Oui. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur mon mari et accessoirement dans celui-ci, je le mets dans un coin de paradis. Parce que beaucoup d'innocents tués sous Sékou Touré sont certainement des candidats au paradis. Mais comment avez-vous fait? Amen. Comment avez-vous fait pour retrouver la tombe de votre mari? Parce que là, quand même, c'est un cas rare. Oui, j'ai eu, entre guillemets, la chance que mon mari ne soit pas enterré dans une fosse commune, un charnier. Donc, je l'ai suivi au départ du camp de Kankan, le camp Sundiata Keita, où il a été sauvagement torturé par un tortionnaire dont je connais le nom, et mon mari a été mis dans une Jeep avec 4 personnes, un milicien, un militaire, un gendarme et un chauffeur, et il devait être conduit au camp Boiro, où il n'est jamais arrivé parce que j'avais entendu au moment des obsèques de l'évêque que Monseigneur Sarah disait que c'était un grand pardonneur. Et c'est lui qui amène Sékou Touré, qui va le chercher là où il était dans un purgatoire, j'appelle ça parce que je suis chrétienne, je ne sais pas si ça existe chez les musulmans, mais en tout cas, une salle, un endroit où on met les âmes en attente pour purger un peu leur vie passée. Et il va le chercher et le présenter à l'entrée du paradis. Et ça a été un tollé chez les Guinéens du paradis, les Guinéens morts, qui ont dit mais c'est pas possible, on ne peut pas amener cet homme au paradis. Il faut d'abord savoir exactement ce qu'il a fait. Ce bilan doit être fait avant de l'amener au paradis. On ne peut pas préjuger du jugement de Dieu. Tout à l'heure, Aboubakr parlait un peu de votre mari, c'est Abdoulaye Bari. Oui. Bari. Alors, il était fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Dans le livre, c'est vrai que vous avez écrit déjà 3 sur lui, mais dans le livre, il apparaît un peu dans le paradis avec cette petite Fatou, qui est d'ailleurs morte puisqu'elle avait le sida. Pourquoi ce lien entre Fatou et votre je connaissais bien Fatou. Elle est venue souvent chez moi parce qu'elle était parrainée par une amie espagnole qui payait ses études depuis déjà plusieurs années à Mamou. Et donc, je la connaissais et je la prenais de temps en temps en vacances chez moi pour qu'elle ait un peu... C'était une orpheline de père et mère qui avaient eu le sida, tous les deux, mais sa maladie ne s'est déclarée que quand elle a eu 10 ans. Avant 10 ans, ça s'était pas déclaré. C'est le caractère surnois de cette maladie du sida. Et donc, elle est morte du sida parce que elle était soignée à Mamou à l'hôpital. Elle avait le traitement qu'il fallait, mais la belle-mère de sa sœur
a voulu l'envoyer dans un village de Haute-Guinée, dans la région de Farana, où il n'y avait pas du tout de traitement, ni même de poste de santé. Donc, elle est morte parce que faute de traitement. Elle a interrompu le traitement. Elle aurait pu vivre toute sa vie avec ce traitement. Bon, il était gratuit pour les enfants. Peut-être que, étant adulte, elle aurait dû le payer, mais enfin, elle avait des chances de survie qu'on lui a supprimées par cet envoi dans un village. Alors, je l'ai mise à côté de mon mari parce qu'elle est venue souvent à Kipé et que mon mari a construit la maison que j'habite à l'heure actuelle. Donc, c'était une façon de les faire se rencontrer au paradis parce que tous les deux y sont. Voilà. Dans mon livre. Vous accusez Sékou Touré de crimes contre l'humanité, actes de barbarie, disparition forcée, mène subversive pour extorsion d'aveux à huis clos, exécution extrajudiciaire diurne et nocturne. Je parle de votre livre. Soustraction de cadavres par enfouissement clandestin dans des charniers militaires, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas trop? Il a régné 26 ans. Et si vous lisez tous les livres des rescapés, écrits par des rescapés, vous avez la preuve qu'il y a beaucoup de monde qui a été touché par cet homme. Et les charniers sont une réalité. L'association des victimes du camp Boiro, AVCB, dirigée par le fils de Fodeba Keïta, est en train réclame depuis des années l'ouverture des charniers. Nous voudrions que chaque famille récupère les ossements de ces disparus pour leur donner enfin une sépulture décente. Sinon, les âmes errantes de nos maris, pères, frères disparus pèsent sur la Guinée et gênent le développement du pays. Nous en sommes persuadés. Vous avez dit tout de suite que vous connaissez le nom du tortionnaire de feu votre mari. Oui. Et pourquoi vous ne dites pas son nom? Pourquoi vous gardez ce secret? Parce que je ne veux pas nuire à la famille de ce monsieur. Il y a suffisamment eu de nuisibles dans ce pays, sans en ajouter. Ce n'est pas un homme qui a tué mon mari. C'est pas cet homme qui a torturé mon mari. C'est le dernier de la chaîne. Mais c'est un système, un régime qui a tué mon mari. C'est pas un homme. Donc, je ne veux pas crier vengeance, loin de là. C'est pas pour ça que je suis revenue en Guinée. Je suis revenue en Guinée parce que j'aime les Guinéens et la Guinée et que j'ai envie de les aider. C'est pour ça que j'ai créé mon association Guinée Solidarité d'ailleurs. Vous avez Guinée Solidarité, vous avez aussi des enfants qui ne vivent pas en Guinée. Alors comment se fait le lien avec ces enfants, le pays? Est-ce qu'ils ont un amour un peu, qu'on pourrait dire paternel pour ce pays, ou bien ces enfants se disent non, nous la Guinée qui a tué notre père, on n'en veut plus? Bon, c'est pas exactement ça, mais quelque part effectivement ils ne m'ont pas pardonné. J'ai dû me batailler longtemps pour venir me réinstaller en Guinée à ma retraite en 1999. Ils ont dit mais tu vas, surtout les aînés qui ont des souvenirs de leur père. Elles ont dit, mais tu vas te réinstaller dans un pays qui a assassiné papa sans demander pardon, jamais, alors qu'il était innocent. Donc ça, on ne peut pas te comprendre. Pourquoi reviens-tu en Guinée? J'ai expliqué que j'ai aimé la Guinée par l'intermédiaire de mon mari qui avait une passion pour son pays. C'était un grand patriote, c'est un mot qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Mais mon mari était un grand patriote. Il m'a donné l'amour pour son pays. Et par mariage, si j'ose dire, par alliance, j'ai eu moi aussi l'amour pour ce pays. On sent là de l'émotion quand vous parlez de vos enfants et de votre mari. Et ça se comprend puisqu'il y a toute cette douleur et c'est cette souffrance que vous essayez d'ailleurs de ressortir à travers vos œuvres. Je trouve que l'État, c'est la continuité. Les différents régimes qui se sont succédés après la Première République se devaient, sinon de faire totalement la lumière. Il n'y a pas eu de conférence nationale, on n'a pas mis les choses sur la table. Et maintenant, on traîne ce passé d'impunité et de victimes d'exécutions extrajudiciaires sur plusieurs régimes. Pas seulement la Première République. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires sous Lansana Conté,
en 85 notamment, il y a eu Soudadis au stade, il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Nous sommes tous victimes d'exécutions extrajudiciaires. On peut se mettre sur la même plateforme vis-à-vis de l'État guinéen. Donc quand on parle de réconciliation, je crois qu'il faut réconcilier surtout l'État guinéen avec toutes les victimes d'exécutions extrajudiciaires. Mais quand vous écoutez aujourd'hui ce qui avait été le bourreau de feu votre mari et tout ce qui ont péri durant cette période, ils disent qu'ils sont aussi des victimes parce que au lendemain du 3 avril, les leurs aussi ont été fusillés et fusillés. Alors, est-ce que vous pensez que si ces gens-là décidaient un jour de se joindre à vous, de se joindre à votre mouvement pour former un bloc, allez-vous les accepter? Mais nous sommes déjà sur la même plateforme et nous avons tenu une conférence de presse que personne ou presque parmi les journalistes n'a suivi à la Maison de la Presse le jour des pendaisons pour annoncer la manifestation des pendaisons avant le 25 janvier. Nous avons tenu une conférence de presse et siégeaient sur la même table les représentants de la VCB et le président Dioumessi, qui est représentant de l'AVR, l'association des victimes de la répression de 85. Pourquoi? Pour la raison que je viens vous expliquer. Nous sommes tous des victimes d'exécutions extrajudiciaires. Il n'y a pas eu de procès en bonne et due forme, il n'y a pas eu d'avocat de la défense de nos maris, pères et disparus. C'est le cas des gens de 85. Ils ont été exécutés sans jugement, malgré les promesses de Lansana Conté. Eh bien, on va revenir au livre, parce qu'il on comprend que vous avez essayé, autant que faire se peut, d'être plus ou moins équitable, hein, voilà, c'est le mot, parce que il y a un passage qui concerne Keïta Fodeba qui reconnaît, en tout cas dans votre livre, sa part de culpabilité, et on sait que aujourd'hui c'est le fils de Keïta Fodeba qui est le président de l'association des victimes du Kambouarou. Bien sûr, parce que il y a eu des gens qui avaient peut-être contribué beaucoup au régime de Sékou Touré et qui se sont retrouvés dans les Kambouarou. Il n'y en a pas qu'un. Il y en avait à Kindia, il y en avait à Kankan. Amnesty International a recensé 16 endroits où il y avait des détenus politiques, parce que dans chaque prison civile du pays, il y avait une partie qui était réservée aux détenus politiques. Alors, Sidiki Keïta nous a dit, il vaudrait mieux parler des Kambouarou. Voilà. Donc, je parle des Kambouarou aujourd'hui et j'explique que toutes les victimes d'exécutions extrajudiciaires sont victimes au même titre que mon mari ou d'autres, le papa de Sidiki Keïta, président de la VCB aujourd'hui aussi. Plus loin, vous avez même rappelé les tristes sorts réservés à des jeunes ramassés un peu partout, on lit dans votre livre, et qui ont trouvé la mort lors de cette opération menée par Fodeba Keïta. Est-ce que vous aviez pensé à la réaction que pourrait avoir Sidiki Keïta, le fils de feu Fodeba Keïta? Écoutez, excusez-moi, mais j'ai montré, je ne publie rien contre le gré des gens. Et j'ai montré tout le passage sur Fodeba à son fils, et il m'a fait corriger certaines erreurs que j'avais commises, mais j'ai publié avec et sous le regard de Sidiki Keïta. Donc ne m'accusez pas d'avoir. Et si vous avez demandé d'occulter cette partie, d'enlever cette partie de livre, vous l'auriez fait? Non, parce que ça a été repris dans plusieurs livres, notamment celui de Kaba 41, peut-être avec beaucoup d'exagération, parce que c'était un colonel, un capitaine quand il a été arrêté, très fougueux et un grand littérateur. Il écrivait très bien, donc le lyrisme l'avait peut-être emporté quelquefois, mais j'ai rectifié un petit peu la façon dont Kaba 41 a présenté les choses, mais le fait est, il y a eu 422 morts asphyxiés par ce gaz soviétique qui avait été envoyé au camp Al-Fayaya, je crois. Oui, à l'époque. Voilà, à l'époque. Donc c'était, d'ailleurs, je fais dire à Fodeba, je regrette beaucoup ces morts. Voilà. Vous êtes sur Lynx FM 91.0. Vous êtes avec nous dans Hey de Lynx, Madame Nadine Barry. Elle écrivait alors, écrire sur Sékou Touré, ça suscite forcément de la polémique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que vous faites. Et nous avons appris que récemment même, il y a eu une sorte de débat entre vous et certains partisans de Sékou Touré au cours du lancement de ce livre que je rappelle intitulé L'accusé Sékou Touré devant le TPI. Qu'est-ce qui s'est passé?
ce jour-là? Non, mais il y a des jeunes qui sont tout à fait hostiles au point de vue des rescapés, au point de vue des victimes de Boireau, et qui disent c'était justifié parce que la France avait fait des complots, avait introduit de la fausse monnaie. Il y a une part de vérité dans tout ça. La France a été très fâchée de la façon dont la proposition d'indépendance formulée par De Gaulle a été acceptée de manière assez agressive et un raz-de-marée dans tout le pays. Ça avait été bien organisé et la France, et sous De Gaulle notamment, et Focard notamment, que je fais témoigner dans le procès, ont organisé des complots. Cela était vrai. Mais il y en a eu beaucoup qui ont été inventés de toutes pièces parce que Sékou Touré avait envie de se débarrasser de gens, de cadres, de gens qui le gênaient, qui le menaçaient dans son fauteuil, puisqu'il voulait garder le pouvoir, etc. Donc, il y a eu des vrais et des faux complots. Donc, je crois que le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sous Lansana Conté, René Alcéni Gomez, a dénombré 23 complots sous 26 ans de règne de Sékou Touré. En 26 ans de règne, il y a eu 23 complots. Il les a tous nommés et il a donné les noms des gens qui étaient censés être à la tête et qui avaient été arrêtés pour telle ou telle raison, qui n'avaient rien à voir avec leurs agissements. Il y a eu de tout dans Boireau et dans ces personnes arrêtées, dans ces victimes. Donc ça, il faut le savoir. Et les jeunes qui sont partisans de Sékou Touré, le jeune qui m'a violemment prise à partie, a été d'abord applaudi par toute l'assistance et moi-même quand il a dit il faut un débat national dans ce pays. Nous n'avons pas su exactement la vérité sur ce qui s'est passé. Tout le monde a applaudi. Et après il a dit je vais vous décevoir mais moi j'ai 30 ans et je suis favorable à tout ce que Sékou Touré a fait. Donc voilà, il a exposé ses arguments. Mais tout le monde a droit à la parole. Nous avons, grâce à Lansana Conté, merci la Deuxième République, obtenu la liberté d'expression. Donc chacun est libre d'exprimer son point de vue et d'argumenter et de donner des preuves. Et j'ai dit, mais si tous ces gens étaient coupables, il fallait les juger. Il fallait faire des vrais jugements, pas un tribunal populaire qui applaudissait dans les villages sans savoir même qui étaient les noms des accusés et sans avocat, sans défenseur. C'était contraire à toute justice. Il n'y a pas eu de justice sous Sékou Touré. Donc il aurait fallu que depuis la mort de Sékou Touré, on juge a posteriori cette période et ces gens-là. Voilà. C'est tout ce que je veux dire dans ce livre de procès. Il aurait fallu le faire bien avant. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Nadine Barry. L'écrivain, on va juste observer une courte pause. On se retrouve juste après. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Madame Nadine Barry, elle est docteur en droit public. Elle est la veuve d'un disparu sous la Première République. Elle a 4 enfants et 5 petits-enfants. Elle a pris 6 petits-enfants. Voilà ce qui est écrit ici. Elle a pris sa retraite en Guinée en 99. L'accusé est son 9e ouvrage sur son pays d'adoption. Abouba. Au-delà du procès du régime de feu Sékou Touré, votre livre aborde également l'épineuse question des tueries du 22 janvier 2007 et du 29 septembre 2009. Je les aborde par la bande parce que ça n'a rien à voir avec Sékou Touré. Mais enfin, c'est peut-être une des conséquences de l'impunité qui régnait alors. Et je crois que si on ne punit pas, si on ne sanctionne pas les auteurs de crimes, forcément l'histoire va se répéter. Je l'ai déjà dit, mais c'est ma conviction profonde. Si on ne lit pas le passé, on ne peut pas construire l'avenir. Mais entre ce qui s'est passé sous feu Sékou Touré et ce qui s'est passé durant cette période-là, si on vous demande de faire une balance où il n'y a plus de cynisme, je peux pas. Je suis pas une analyste politique. Ça, je peux pas trop vous donner mon point de vue là-dessus parce que il ne vaut rien. Mais je dirais que il est difficile à une junte militaire qui suit immédiatement une dictature. C'est valable dans tous les pays, en Amérique latine aussi, ça a été comme ça. La junte militaire ne peut pas faire la lumière
sur les exactions du régime défunt, comme elle en avait le projet avec la commission que dirigeait Fassiné Touré. Elle ne peut pas, parce que, pourquoi tous les militaires un peu gradés sont dans ces histoires précédentes et les moins gradés ont appuyé sur la gâchette dans les pelotons d'exécution. Donc on ne va pas s'auto-flageller en disant les militaires sont responsables. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'émission de Fassili de Mara « À vous la parole » a été interrompue au bout de 4 mois parce que justement plusieurs des rescapés qui témoignaient dans cette émission, à la RTG je crois, ont cité des noms de militaires qui étaient dans le CMRN. Voilà, donc on a arrêté. C'est normal qu'une junte militaire qui suit le dictateur ne puisse pas faire la lumière. Par contre, depuis, on aurait pu. Vous avez dit que sous Sékou, il n'y avait pas de justice. Sékou Touré est mort depuis 86. Hein. Aujourd'hui, 84. J'arrive, je voulais parler de 26 mars. 26 mars. Je voulais dire, est-ce que de justice, surtout, c'est ça. Ces disparus-là, non. Il y a de justice à leur égard. Et pour l'instant, il y a eu encore. Mais, par exemple, l'association des victimes Camboiro a, il y a 15 ou 18 ans, déposé une plainte au tribunal d'instance du Kaloum pour, contre 10 tortionnaires notoires, bien connus en Guinée, qui étaient numérotés de 1 à 10 en fonction de la gravité des actes qu'on reprochait. L'association a fait cette démarche parce qu'elle voulait éventuellement, devant une juridiction internationale, prouver qu'elle avait épuisé les recours internes. De fait, la plainte a été classée sans suite. Et beaucoup de ces tortionnaires sont morts depuis, d'ailleurs. Donc on ne pourrait plus les juger. Mais ce que je veux dire, c'est que la justice a fait beaucoup de chemin sur le plan structurel et institutionnel. Aujourd'hui, vous avez des magistrats, des avocats dignes de ce nom. Sous Sékou Touré, la profession d'avocat, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, mais la profession d'avocat avait été supprimée. Sékou Touré disait, du moment que quelqu'un est arrêté, dénoncé par délation, dénoncé par dénonciation, il est coupable. Donc il n'a pas besoin de défenseur. Et comme il y avait quand même des crimes de droit commun, il a fallu que pour mettre des d'office, parce que Marie, économiste, mais qui avait fait commun avec moi, d'ailleurs c'est là qu'on sait, mon mari a commis d'office avocat pour la cour d'assises qui se réunissait quelquefois à Conakry, et il a défendu des criminels de droit commun. Il n'était pas avocat, mais il était nécessaire dans le processus de droit commun d'avoir un défenseur. Alors il y avait Barry Badamba et Barry Abdoulaye, les deux, qui étaient commis avocats d'office. Et il y avait un décret de Sékou Touré qui le disait. Ça veut dire qu'il y avait quand même un manque. Mais il n'y a pas eu d'avocat pour défendre les prisonniers dits politiques. Voilà. Mais lorsqu'on a reçu ici Mohamed, le fils de feu Sékou Touré, il a demandé à la France de sortir les ouvrages, les témoignages, parce que il disait que au lendemain de la mort de feu Sékou Touré, des gens ont fait irruption à la présidence à l'époque où tous les documents ont été classés et que la mémoire collective a disparu. Il n'y a pas de mémoire. Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais quels gens ont fait irruption à la présidence? C'était pas des Français, c'était des Guinéens. Oui. Il y a sûrement des archives dans ce pays. Mais elles sont pas ouvertes. Oui, mais il disait que la France a des copies certifiées conformes quelque part en France. Bon, comme vous êtes française, est-ce que vous allez un jour, puisque vous êtes vraiment dynamique et assez battante, oui, allez-vous chercher à faire pour la manifestation de la vérité? Parce que quand vous écoutez, dans ses aveux qu'il lisait de voix on entendait qu'il avait eu un mariage offert par le président de Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah. Et c'était vrai. Figurez-vous qu'il nous l'avait raconté. Il avait été levé une partie de temps. La famille voulait en faire un marabout. Mariage avec Papi, il m'a dit, quand il était de la section aux affaires de Chine, bien pour la censure. Et
À la fin, tout ce qu'on trouvait dans cette lettre, les mettre sur des fiches. Ce sont ces fiches qui ont été utilisées pour les aveux radiodiffusés. Donc, c'est truffé de choses exactes que dans ces lettres. Mais il y avait autre chose, accusés d'être des agents nazis, des agents de la CIA, etc., d'avoir touché des millions de dollars. Bon, mais ça nous avait beaucoup troublés. Et mon mari m'a dit, mais c'est pas possible. Nous avons des amis au-dessus de tout soupçon. On sait qu'ils n'ont pas trempé du tout dans cette histoire d'agression portugaise. Et un jour, peut-être, on va venir me chercher. Alors, on s'est tous mis à pleurer parce que on se disait, c'est pas possible. On est venu se jeter dans la gueule du loup. C'est ça, c'est ça. Et ça a été effectivement le cas. Donc mon mari avait décidé de faire repartir femme et enfants. C'était plus facile à dire qu'à faire. La première fois, on a obtenu le visa pour moi seule, pas pour mes enfants. Alors moi qui suis juriste, j'ai décollé du passeport les photos de mes 2 enfants qui étaient visiblement métis, les 2 petits qui devaient partir avec moi, et on a refait les démarches au nom de à mon nom de jeune fille, Madame Nadine Boissieras, accompagnée de ses 2 enfants. Et on n'a pas dit les prénoms. Bon, voilà, on a triché pour repartir parce que on avait des craintes. Et mon mari m'a dit, moi je me donne 1 an pour partir par la voie officielle. Il était, je vous ai dit, chef de cabinet, il avait eu plusieurs missions à l'extérieur, et donc il était possible qu'il se fasse mettre sur une délégation qui parte à l'étranger. Il l'a fait 3 fois, et 3 fois la police politique a rayé son nom. Ah, c'est là que ça devenait très inquiétant. Mais oui, mais justement, il a compris qu'il ne pourrait pas partir par la voie officielle. La 3e fois, il devait aller à Accra, raccompagner la dépouille mortelle de Kwame Nkrumah, qui était mort en Roumanie, vous le savez, d'un cancer, et qui avait été coprésident de la République de Guinée. Donc la Roumanie avait rapatrié son corps à Conakry. Et le Ghana a demandé à la Guinée de rendre la dépouille mortelle. Donc mon mari s'était fait porter sur la liste, et à chaque fois, le nom était rayé. Et comme mon mari était un homme d'honneur, il avait promis dans l'année de partir. Il a voulu à tout prix tenter un départ clandestin à la fin de cette année-là. Moi je suis partie en août 1971 et lui a été arrêté le 29 août 72. Il s'est écoulé exactement 1 an parce que mon mari était un homme d'honneur. Donc quand il disait quelque chose, il le tenait. Donc vous avez fait 1 an, si je comprends bien, 1 an sans voir votre mari, et il a tenté même de vous rejoindre pour être fidèle à la promesse qu'il vous avait faite. Exactement. Et c'est là qu'il a été interpellé par, vous avez déjà expliqué la trahison de ce passeur. Vous êtes sur l'INSFM 91.00 avec nous dans Œil de Lens, Madame Nadine Barry, elle est écrivain. On va un peu parler peut-être en quelques mots de vous, à part l'écriture. Vous êtes aussi dans l'humanitaire. Vous avez l'ONG Guinée Solidarité. Comment elle se porte aujourd'hui, cette ONG? Eh bien, ça va. Elle est dirigée par une équipe présidée par Kaba Mohamed, directeur de l'Institut Kofi Annan à Conakry. Elle est composée d'un trésorier qui est de la forêt, d'un chargé des parrainages, de 2 chargés des parrainages qui sont Peul, et nous sommes un petit microcosme de la société guinéenne. Et moi, je ne suis que la fondatrice. Depuis 2006, il y a une équipe strictement guinéenne. Donc, elle se porte pas mal, en ce sens qu'elle a 4 antennes, celle de Strasbourg que j'ai créée en 87, ensuite Marseille, qui a créé le centre de réadaptation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle, excusez-moi, des handicapés à Mamou, le centre Concouré, qui marche bien, qui délivre un diplôme d'État de l'État guinéen. Ensuite, il y a une antenne à Paris et une antenne à Bordeaux. La présidente de Guinée Solidarité Bordeaux est d'ailleurs à Conakry depuis 2 mois et demi. Et chaque antenne est indépendante financièrement des autres et cherche ses financements de micro-projets. Au début, nous envoyions des conteneurs, mais maintenant, ce sont des micro-projets. Merci à vous. Je rappelle que nous avons comme invité dans Œil de Lens Madame Nadine Barry, l'écrivain. On va prendre... Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS.
Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Madame Nadine Barry, écrivain. Cette partie, vous l'avez bien compris, elle est réservée à nos auditeurs qui peuvent nous envoyer leur SMS au 669 911 911 sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Abouakr. Alors, sur la page Facebook, Mamadi Sangaré, Madame Nadine, quand est-ce avez-vous appris que votre mari est mort? Je l'ai vraiment su quand Sékou Touré est venu à Paris. J'ai écouté, comme tous les Français, l'interview que Paul Naon avait fait pour Antenne 2, je crois, à Conakry même. Il était venu faire un reportage sur le président Sékou Touré avant la visite à Paris, et ça a paru le jour même de la visite, le premier jour de la visite. Et donc, Paul Naon, à la fin de l'interview, avait été contacté. Nous l'avions contacté, Paul Naon, pour lui donner les noms des mariés de Françaises, puisqu'il allait en Guinée. Donc, il a titillé, il n'y a pas d'autre mot que je trouve maintenant, le président Sékou Touré sur la question des droits de l'homme, du respect des libertés publiques, des nombreux disparus, et notamment des mariés de Françaises. Alors, il a énervé Sékou Touré, on le voit dans les cassettes qui sont en vente au marché de Madina. Il a énervé Sékou Touré sur ce sujet, et au bout d'un moment, Sékou Touré lui a dit « Ne me parlez plus de ces hommes, ils sont tous morts ». Donc c'est là qu'on a su que vraiment, avant même l'ouverture du camp Boiro à la mort de Sékou Touré, nous savions que nos maris n'étaient plus dans les camps. Donc moi j'ai obtenu un rendez-vous, une audience avec Sékou Touré devant sa délégation de ministres et d'accompagnateurs ou d'accompagnatrices, et quand il était logé à l'hôtel Marigny. L'ambassadeur André Levin, que je fais témoigner à décharge pour Sékou Touré dans mon livre, parce que c'était un ami de Sékou Touré, l'ambassadeur Levin m'avait obtenu le rendez-vous avec Sékou Touré à l'hôtel Marigny. On a attendu 2 heures au milieu de plein de gens qui voulaient le voir, et ça m'avait un peu galvanisé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me tende la main. Quand tout le monde était debout dans le petit antichambre, le petit bureau où il recevait les gens. Donc on m'a fait passer de l'antichambre, le grand antichambre, à ce petit bureau. Et Sékou, contre toute attente de ma part, j'ai pas pensé qu'il allait me tendre la main. Il l'a mise dans la poche de son boubou blanc où il y avait un talisman, je l'ai appris après, et il a tendu la main pour que le caméraman de la RTG puisse prendre la photo. Et moi, je lui ai dit, mais je peux pas vous serrer la main, Monsieur le Président. Vous venez de reconnaître sur Antenne 2 que tous les maris de Françaises sont morts. Moi, je suis la représentante de ces veuves. Je ne peux pas vous serrer la main. Alors, il y a eu un grand silence parmi toute sa délégation. Il y avait tous les ministres, et sa femme, et sa maîtresse de l'époque, et tout ça. Bon, je me suis dit, mais c'est pas possible. Par contre, je peux vous demander des nouvelles de votre fils Mohamed. Il était dans la classe de ma fille aînée. Alors, il serrait les dents, comme si c'était un secret d'État. Il n'a pas voulu parler. Et je me suis dit, moi qui n'avais jamais fait peur à personne, j'ai lu la peur dans les yeux de Sékou Touré. Et pourquoi j'ai lu la peur? Parce que une femme voyante en Inde, quand il était allé en Inde, lui avait prédit qu'une femme blanche allait l'ennuyer jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, je le regardais et je pensais en moi-même, et oui, je suis cette femme blanche. Ça me donnait du cœur au ventre, comme on dit. Et bon, ça s'est mal passé. Mohamed a été avec une de vos filles, c'est ça? Oui, il était dans la même classe, l'école de Madame Sceaux, l'école de la Corniche. Mais il était assez... disons, les enfants sont toujours assez méchants. Mais Mohamed était méchant, petit. Non, c'était pas Mohamed, c'était les enfants qui disaient « Ah, t'es le fils du président !» Paf, un coup dans les tibias. Ouais. On a été obligé de l'envoyer dans une congrégation, je sais pas il y avait pas des jésuites à l'époque, à Mamou. Il a été envoyé comme pensionnaire là-bas à l'époque. Pour le protéger. Pour le protéger, parce que les enfants l'embêtaient, quoi. Mais Sékou Touré, vous vous êtes séparés comme ça ces jours-là, fait Sékou Touré? Non. Il avait dit un mot quand même. Alors, l'ambassadeur était très ennuyé. Il a dit, mais Monsieur le Président, je vous amène
une femme qui veut avoir des nouvelles de son mari. Et alors, j'ai ressaisi la balle au bond et j'ai dit oui, vous avez fait écrire par votre ministre des Affaires étrangères, Touré Abdoulaye, qui était là d'ailleurs présent, que mon mari s'était évadé, qu'on était sans nouvelles de lui, alors que tous les autres, la lettre dit qu'ils ont été fusillés. Donc là, il s'est repris et il a dit avec hauteur, puisque mon ministre des Affaires étrangères est là, effectivement, il était là, Touré Abdoulaye, demandez-lui directement. Et maintenant qu'on m'enlève cette femme, je ne veux plus la voir. Alors, pas grand bas, mais De Gaulle, on a appelé, qui était un garde du corps de Sékou, qui faisait plus de 2 mètres, est venu me chercher, moi qui fais 1m53, et il m'a amené dans la petite, l'antichambre à côté pour m'éloigner. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Alors on a cet SMS de Ibrahima Kamara du mouvement Yimou Daribé qui dit: Madame, qu'est-ce qu'il faut faire pour que justice soit faite? Il faut d'abord qu'il y ait la vérité qui soit dite et écrite et publiquement. Depuis longtemps, d'ailleurs même le gouvernement actuel demande une conférence vérité, justice et réconciliation. Il a créé un comité de réflexion composé de religieux, musulmans ou catholiques, pour réfléchir à la question. Mais ce comité n'a pas consulté les associations. Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'AVCB, je fais partie de cette association, nous n'avons pas été consultés. C'est dommage parce que il faut vraiment, comme disait le jeune à la dédicace de mon livre, créer et susciter un débat national. Quand tout le monde aura dit ce qu'il avait sur le cœur, parce que il y a beaucoup qui n'osent pas parler, qu'ils soient du côté des bourreaux ou des couteaux des victimes, ils n'osent pas parler. Donc il faut absolument que les gens se déboutonnent et racontent, ça leur fera du bien, ça fera du bien à tout le pays. Et une fois que la vérité aura été constatée publiquement, alors on peut parler de justice et surtout de réconciliation. Moi je rêve, je ne sais pas si je le verrai avant ma mort parce que j'ai 75 ans quand même. Donc je me demande si on arrivera à réconcilier l'État avec les Guinéens victimes ou autres. Il y en a eu beaucoup sous tous les régimes. Et l'État, c'est la continuité de l'État. Donc il faut réconcilier l'État avec toutes les victimes, quelles qu'elles soient, de quelque bord qu'elles soient. Et il faut aussi réconcilier les Guinéens entre eux qui ne se comprennent pas sur ces questions-là. Mais c'est surtout la réconciliation de l'État et le grand pardon. Moi, je suis chrétienne, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai pardonné individuellement, même au tortionnaire de mon mari. J'ai fait un long cheminement pour y arriver, mais j'y suis arrivée. Et c'est individuel. Mais personne n'a demandé pardon d'avoir tué mon mari. Personne ne l'a demandé officiellement. C'est ce que mes enfants disent. Donc, il faudrait un pardon collectif. Il faudrait que l'État ou le représentant de l'État, quel qu'il soit, à l'époque où aura lieu cette réconciliation officielle, il faudrait que, comme en Afrique du Sud, comme au Ghana, comme dans différents pays où il y a eu, au Maroc aussi, où il y a eu des réconciliations nationales, il faudrait que l'État demande pardon d'avoir tué des innocents. Tout le monde n'était pas innocent, certes, mais il faut le dire, il faut le juger, il faut le mettre publiquement par écrit et surtout que tous les Guinéens l'entendent. Voilà. Oui, Oulema Toubari sur la page Facebook, et on peut vous appeler, compte tenu de l'amour que vous avez pour votre mari et pour la Guinée, on peut vous appeler Nadine Lapeule. Alors, si cela est-ce que, quels sont vos rapports aujourd'hui avec la famille de feu votre mari et dans la culture Peul, quand votre mari meurt, son jeune frère ou son grand frère vous épouse, est-ce que vous vous êtes fait épouser par un membre de la famille? Alors, je vous vois sourire, parce que effectivement, je n'ai pas de mari. Et ma belle-mère, qui est décédée maintenant, paix à son âme,
a tout fait pour que j'épouse un cousin de mon mari. Mon mari n'avait pas de frère, même père, même mère. Mais, et c'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé quand on s'est mariés. J'ai dit, est-ce que tu as un frère? Parce que moi, je veux pas, si tu meurs, épouser ton frère. Alors, il avait ri, il a dit, non, j'ai pas de frère, je n'ai que des sœurs. Mais bon, je sais bien qu'ici, du côté paternel, tous les cousins sont des frères. Absolument. Donc, il y a eu beaucoup de demandes. Et je leur ai dit, on a fait même une réunion de famille que j'avais demandé, pour expliquer à la famille que non, je ne veux pas me remarier pour l'instant. Le jour où je le voudrais, je demanderai la bénédiction à ma belle-mère et à la famille. Mais pour l'instant, je n'ai pas voulu le faire et maintenant je suis trop vieille pour être mariée. Pas du tout, hein. Vous êtes, cet SMS qui dit vous êtes une des rares veuves des disparus sous le règne de Feu Sékou Touré à parler. Que font les autres? Pourquoi elles ne témoignent pas? Non, il y en a beaucoup qui en parlent, mais on les écoute pas. On ne les écoute pas. Et bon, du temps de Sékou Touré, elles m'ont remercié d'être en France, ces veuves-là, la voix des sans-voix. Elles m'ont dit, nous, on ne peut pas parler maintenant, mais on parlera après. Alors effectivement, sous Comté, il y a eu beaucoup de veuves et d'enfants disparus qui ont parlé. On a même maintenant l'ancien président de l'association qui est député de Dinguiraye. Et à lui seul, dans la circonscription de Dinguiraye, il a eu plus de voix que Mohamed Touré au scrutin uninominal dans toute la Guinée. Donc, on a des représentants qui parlent. Et on a des veuves aussi qui ont parlé. Bientôt, je pense que c'est sur Radio Évasion, que 2 veuves de cette époque vont parler. Et non des moindres. La veuve de Petit Touré. Pas Petit Touré, mais Kélétigui, un de ses frères. Et puis, la veuve de Sow du Plan, Mamadou Sow. Ali Moubindi, sur la page Facebook. Madame Nadine, je salue votre combativité et votre bravoure. Et ma question est celle de savoir ce que vous réclamez au juste aujourd'hui, étant donné que le principal tortionnaire Sékou Touré n'est plus. Non, mais c'est pas Sékou Touré lui seul, c'est tout un système qui a tué nos maris, nos pères, nos frères. Bon, donc j'ai déjà dit que ce que je voudrais, c'est un grand débat national pour faire la vérité, la lumière sur cette période, retrouver les charniers. Moi, je vous l'ai dit aussi, la seule veuve à avoir retrouvé la tombe de son mari, et je dois dire que ça m'a beaucoup apaisé d'y aller, même si maintenant la tombe a été vandalisée. J'envisage de rapatrier si on peut dire, les restes d'exhumer, en fait. D'exhumer et de rapatrier les restes de mon mari dans mon jardin, ici, à Conakry. Donc, je voudrais que on s'apaise en retrouvant les corps. C'est possible maintenant avec les techniques d'ADN, de recherche de l'ADN. On peut absolument prendre l'ADN de Fodéba Keïta, des ossements de Fodéba Keïta et celui de son fils, celle de son fils, et dire voilà, vous avez maintenant les restes de votre père. Et vous pouvez dignement l'enterrer pour éviter que ce soit une aberrante et que le rituel et que les familles prennent le deuil. Moi, je n'ai vraiment pris le deuil et mes enfants aussi. On a fait une psychothérapie sur la tombe de mon mari à Tokounou. Ils sont venus tous les 4 en 2003. Et je vous rappelle que mon mari avait été arrêté en 72, donc il s'était passé du temps. Ils n'avaient pas fait le deuil de leur père. On l'a fait ce jour-là à Tokounou sur la tombe. Vous êtes sur Lynx FM avec nous dans Aide Madame Nadine Barry Ekven. Alors, il y a cet SMS, il dit moi c'est Mamadou Diallo depuis Taouya. Parlez-nous de la suite de la mort de Téli. De quoi a-t-on fait son cadavre, si vous avez des informations? Alors, effectivement, la VSB, un jour qu'elle est allée à Nongo, a eu des informations qui ont été diffusées à ce moment-là, mais c'était déjà écrit dans un des livres de André Levin sur Sékou Touré. La nuit, disons, Sékou Touré est venu avec un tout petit nombre de personnes pour prélever sur le cadavre. D'abord s'assurer que c'était bien Téli qui était mort, et ensuite prélever des organes qu'il voulait s'approprier, je ne sais pas pour quelque sacrifice que ce soit. Et ça a été confirmé après par la suite. Mais bon, moi je l'ai dit simplement dans le témoignage de Diallo Téli, parce que c'est de notoriété publique, mais je ne dévoilerai pas qui
l'avait dit. Aboubakar. Alors, ça c'est un SMS. Et Madame Barry, quel lien établissez-vous entre votre mari et Feu Teddy Diallo? Oh ben il y avait pas grand lien. Peut-être l'ethnie. Ils étaient tous les deux Peuls et tous les deux. Ils n'avaient pas de contact, ils n'étaient pas amis. Non, une fois, il a eu, disons, Teddy avait demandé un assistant à Addis Abeba quand il était premier secrétaire de l'OUA, et il avait donné le nom de 2 Peuls, dont mon mari. Et Sékou Touré a dit non, il y a déjà un Peul, il y avait à l'époque Barry Bassirou qui était à l'OUA, et maintenant il faut choisir quelqu'un d'une autre ethnie. Et on a choisi Benjamin Edouard. Et Benjamin Edouard est venu s'excuser quand mon mari a été arrêté après. Il est venu, ça m'a fait mal parce que il était tellement malheureux d'avoir survécu lui parce qu'il était à l'OUA et pas mon mari. Voilà, et il m'a dit j'ai pris la place de ton mari. J'ai dit mais non, ça n'a rien à voir, c'était le destin. Le destin, comme on dit. Oui. Alors il y a cet SMS qui dit est-ce que vous connaissez le numéro de cellule de votre mari, celui de Diallo Telli au Cambaro était connu du monde. Bon, mais, est-ce que votre mari a même fait le Mais Cambaro, non, je vous ai expliqué qu'il n'est jamais arrivé au Cambaro. Il a été torturé là-bas. Il a été incarcéré d'abord à Bella. Je suis allée à la prison civile où il a été incarcéré, bien après, bien sûr. Et j'ai vu la cellule, c'est tout, qui était d'ailleurs refaite parce que on avait refait cette prison. Et puis, deuxièmement, il a été incarcéré à Cancan, dans la prison militaire du camp militaire. Mais il n'est jamais arrivé à Boiro, il est mort à l'entrée du village, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, un autre SMS, Madame Nadine, où voulez-vous être enterrée après votre mort? Ça, c'est un certain Kerno qui a envoyé ce SMS. Alors, j'avais expliqué que je voulais être enterrée à côté de mon mari, je l'ai même mis dans un testament pour mes enfants, mais comme je vais transférer les restes de Tokounou à Conakry, ils savent, les enfants, que je vais être enterrée à côté de leur. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ça demande beaucoup de moyens, ce transfert, l'exhumation et le transfert des restes? Mais non, je vais appeler les sages du village, je vais demander l'autorisation du sous-préfet, je vais faire les choses en règle. J'attendrai la fin d'Ebola, puisque pour l'instant, on ne doit pas transporter de cadavres. Bon, c'est plus un cadavre, il reste quelques ossements de mon mari, sûrement, il n'y en a pas plus. Et vous aurez le courage de récupérer ça, de voir ces ossements? Ben, il faudra bien, parce que je ne peux pas supporter la vue de la tombe vandalisée. Et j'avais fait construire un mur qui a été abattu. J'avais mis, avec l'autorisation du village, de la sous-préfecture et des autorités, j'avais mis une pancarte que j'avais fait faire, gravée sur marbre, d'Impala, d'Afrique du Sud d'ailleurs, en France. Ici est mort, victime de la dictature, Abdoulaye Bari, né à telle date, mort à telle date, priez pour lui et priez pour la Guinée. Et beaucoup de gens s'arrêtaient. J'ai pas mis cette plaque sur la tombe, bien sûr, puisque c'est un musulman, mais je l'ai mise à l'entrée de la fourche de la route Kohan-Nafadji. Et cette plaque aussi a été cassée, mais à la masse. Elle était montée par les gens du village sur des fers à béton. C'était très difficile de la casser. Ben, on l'a cassée quand même. Je l'ai récupérée. Je vais essayer de recoller les morceaux et je la mettrai ailleurs. C'est tout. Et cet auditeur qui dit Nadine Bari, B-A-R-I, or Bari c'est B-A-R-D-R-Y. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question et je suis contente que c'est une jeune, peut-être qui la pose. Ce qu'on ne sait pas ici assez, c'est que BA2RY a été imposé par les colons français. Et je m'étonne que Sékou Touré, qui a tellement décolonisé de choses, n'ait pas décolonisé les patronymes. Bari, c'est une transcription de l'arabe. Ça devrait se dire et s'écrire Bari, avec soit un accent circonflexe, soit 2 A-R-I. Mais ajouter un R, un double R et mettre un Y, ça ne change rien à la prononciation tirée de l'arabe, Bahari. Donc, moi j'ai repris, comme j'étais en colère contre les gouvernements français successifs, Pompidou, Giscard, Mitterrand, même combat, dans ce cas-là, qui n'ont rien fait pour les marides françaises originaires de Guinée. Donc, j'ai repris
le patronyme de la famille Barry d'avant la colonisation. Et si vous lisez les livres de Diallo Alpha qui avait établi aux éditions Nubia, je crois, à Paris, plein de généalogie de famille, et notamment la famille Barry, il écrit Béhari et les Almani Barry, BA, accent circonflexe, RI. Bon, moi j'ai laissé tomber l'accent circonflexe, mais j'ai repris la graphie d'avant la colonisation. Alors, Abandou Barry, c'est le message, et Madame Nadine, ça vous dit quoi, le fait que Mohamed Touré, le fils de Feu Sékou Touré, veut être président de la République de Guinée, vu le passé de son papa? Oh ben c'est son problème. N'importe qui peut se présenter à la présidence. Nous sommes en démocratie quand même officiellement. Donc, mais comme je le disais tout à l'heure, le fils de Sékou Touré n'a pas eu dans toute la Guinée au scrutin uninominal aux législatives plus de voix, au contraire, que l'ancien président de la VCB, Fodé Marega, dans la seule circonscription de Dinguiraye. C'est dire que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui veulent Sékou Touré, le fils de Sékou Touré, Mohamed, comme président. Vous êtes sur Lynx FM 91.1, 1.00, j'y arrive, hein. Je suis un peu distrait parce que je regardais